le silence, ce silence assourdissant qui s'installe au moment où la porte se referme derrière le dernier enfant. Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Les pièces semblent soudain immenses, et tous ces bruits familiers, les rires, les disputes, la musique, ont disparu. Et dans ce vide, une question angoissante apparaît. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Aujourd'hui, on va parler du fameux syndrome du nid vide. Et je vous le promets, à la fin de cette vidéo, vous comprendrez que ce n'est pas la fin du monde. Au contraire, c'est votre nouveau passeport pour une vie passionnante. On va voir ensemble comment non seulement survivre à cette période, mais en sortir gagnant, plein d'énergie et de nouveaux projets. Nous allons identifier les principales erreurs qui nous tirent vers le bas et trouver des solutions concrètes pour retrouver le goût de vivre. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, quel bruit vous énerve le plus dans une maison vide? Le grincement du parquet ou le tic-tac de l'horloge? Soyons clairs d'entrée de jeu. Le syndrome du nid vide n'est pas un diagnostic médical officiel. Vous ne le trouverez pas dans les registres de maladies. Cela dit, il n'en est pas moins réel pour autant. C'est un sentiment de profonde tristesse, de solitude et de nostalgie que ressentent les parents lorsque leurs enfants ont grandi et quitté la maison familiale. Et je vous le dis, c'est tout à fait normal. Pensez-y, vous avez vécu 20, voire 30 ans dans le rôle de maman ou de papa. Ce rôle était le pilier central qui définissait votre quotidien, vos préoccupations, vos joies et vos angoisses. Votre identité était intimement liée à cette parentalité. Et là, d'un coup, ce rôle principal prend fin. La pièce est terminée, les acteurs sont partis, et vous êtes seul sur une scène vide. Évidemment, c'est un choc psychologique. C'est un peu comme être licencié du travail le plus important au monde, sans aucune préparation. La première chose à faire est donc de reconnaître vos sentiments et de comprendre que vous n'êtes absolument pas seul. Des millions de parents partout dans le monde vivent exactement la même chose en ce moment même. Alors, la première étape vers le mieux-être, c'est de reconnaître et d'accepter ce que vous ressentez. Êtes-vous triste? Vous sentez-vous seul? Peut-être même en colère? Donnez-vous la permission de laisser ces émotions exister. Dans notre culture, on nous enseigne souvent qu'il faut être fort, qu'il faut garder la façade et surtout se montrer radieux pour ses enfants. Bien sûr que vous êtes heureux pour eux, mais cela n'enlève rien à votre propre douleur, à votre souffrance personnelle. C'est un peu comme être fier du diplôme de fin d'études, tout en étant triste que cette période se termine. Ces deux sentiments peuvent et même doivent coexister. N'essayez pas de refouler votre tristesse, de l'enfouir en faisant semblant que tout va bien. Si vous en avez envie, laissez couler vos larmes. Parlez-en à un ami proche, à votre conjoint ou votre partenaire. Tenez un journal, couchez sur le papier tout ce qui s'est accumulé. Imaginez que vos émotions sont une rivière en crue. Si vous construisez un barrage pour la bloquer, tôt ou tard, l'eau va déborder et provoquer une inondation. Par contre, si vous laissez la rivière couler, elle va peu à peu s'apaiser et reprendre son cours naturel. Votre rôle n'est pas d'arrêter ce flux, mais simplement de l'observer et de lui permettre de s'écouler. Rappelez-vous toujours ceci, reconnaître sa vulnérabilité n'est pas un signe de faiblesse, c'est au contraire une preuve d'une immense force intérieure. Le prochain grand défi, c'est la question de l'identité. Posez-vous cette question simple. Qui suis-je au fond, à part la maman ou le papa? Et si la réponse n'arrive pas immédiatement, ne vous effrayez pas. C'est une situation tout à fait typique. Pendant des années, vous avez géré les plannings des activités, les réunions de parents d'élèves, les repas, la vérification des devoirs. Vous étiez à la fois manager, cuisinier, psychologue, chauffeur et même médecin de famille. Et soudain, toutes ces responsabilités ont disparu. Un grand vide s'est créé. Votre cerveau, par simple réflexe, essaie de trouver quelqu'un d'autre dont il pourrait s'occuper. Sauf que les enfants sont grands maintenant, ils n'en ont plus besoin. Et c'est là que réside l'opportunité d'une des plus grandes découvertes de votre vie, celle de faire connaissance avec vous-même. Qui étiez-vous avant d'avoir des enfants? De quoi rêviez-vous dans votre jeunesse? Peut-être vouliez-vous peindre des tableaux, mais vous avez choisi une profession plus raisonnable? Ou bien vous rêviez de voyager simplement avec un sac sur le dos? Aujourd'hui, c'est le moment idéal pour ressortir ces rêves du placard.
Attention, cela ne signifie absolument pas que vous avez cessé d'être un parent. Ce rôle-là reste gravé à jamais. Mais il n'est plus le seul, ni le plus important. Il est temps de faire connaissance avec vos autres moi, le moi artiste, le moi voyageur, le moi danseur, ou simplement le moi personne qui savoure le silence et une bonne tasse de café. Ajoutons à cela une source majeure de stress, la peur pour nos enfants. On a cette impression tenace que, sans notre supervision constante, il risque forcément de se mettre dans l'embarras. Est-ce qu'il a bien mangé? Est-ce qu'elle est assez couverte? Comment vont-ils gérer les petites choses du quotidien? Cette angoisse vous ronge et vous pousse à rester constamment en ligne, à surveiller le moindre de leurs faits et gestes. Mais soyons lucides. Notre objectif, en tant que parents, n'était-il pas justement d'élever un adulte autonome, capable de prendre ses propres décisions? Eh bien ça y est, vous y êtes parvenus. Il est temps de faire confiance aux fruits de toutes ces années d'efforts. Bien sûr qu'ils vont faire des erreurs. Ils vont manger n'importe quoi, oublier leur écharpe, et, oui, peut-être qu'ils vont décolorer 2 ou 3 vêtements à la machine. Mais ce sont leurs erreurs, et c'est leur expérience. En leur retirant ce droit à l'erreur, vous leur envoyez un message terrible. Je ne te crois pas capable. Au lieu de l'appel anxiogène « Est-ce que tu as mangé ?», essayez plutôt « Qu'est-ce que tu as fait d'intéressant aujourd'hui ?» Déplacez votre attention du contrôle logistique vers un intérêt sincère pour leur nouvelle vie d'adulte. Non seulement cela vous apportera de l'apaisement, mais cela vous aidera aussi à bâtir une nouvelle relation, plus mature et plus respectueuse, avec vos enfants devenus grands. La confiance est, après tout, le plus beau cadeau que vous puissiez leur offrir maintenant. La solitude, c'est le mot qui nous effraie le plus. Ces dîners silencieux, ces pièces vides, le manque de cette agitation quotidienne à laquelle nous étions habitués. Ce sentiment est particulièrement aigu chez ceux qui ont consacré toute leur vie à leurs enfants, au point d'en oublier leurs propres passions et leurs amis. On a l'impression qu'avec le départ des enfants, la vie elle-même s'est éteinte. Or, il est crucial de faire la distinction entre la solitude subie et l'isolement choisi. La solitude, c'est ce sentiment pesant d'être mis de côté, d'être abandonné. L'isolement, le vrai, c'est l'occasion de se retrouver face à soi-même, d'écouter ses pensées profondes, de faire enfin ce qui vous plaît vraiment. Votre objectif est donc de transformer cette solitude pesante en une source de ressourcement constructif. Comment s'y prendre? Commencez petit. Préparez-vous un dîner soigné, non pas parce que vous devez nourrir quelqu'un, mais pour votre simple et unique plaisir. Mettez votre musique préférée, allumez quelques bougies, allez au cinéma ou au théâtre seul. Au début, cela peut sembler étrange, voire inconfortable, mais petit à petit, vous y prendrez goût. Vous réaliserez qu'il n'est plus nécessaire de vous adapter aux désirs de qui que ce soit. Vous pouvez choisir le film que vous voulez voir, vous promener là où vous en avez envie et manger ce que vous aimez. Ce n'est pas de l'égoïsme, loin de là. C'est une saine attention portée à vous-même, une attention qui vous a peut-être cruellement manqué pendant toutes ces longues années. Et si nous démolissions un mythe très nocif, celui qui dit que les gens forts ne pleurent jamais ou qu'il faut toujours tenir bon, ce stéréotype que l'on nous a martelé depuis l'enfance nous force à réprimer nos émotions, ce qui est extrêmement destructeur pour le moral. Les larmes ne sont pas un signe de faiblesse. C'est un mécanisme physiologique naturel pour relâcher le stress et la tension accumulée. Quand vous pleurez, votre corps libère des encéphalines, ces analgésiques naturels qui aident à apaiser la douleur émotionnelle. En vous interdisant de pleurer, vous accumulez l'hormone du stress, le cortisol. Et cet excès peut mener à des troubles du sommeil, de l'hypertension et même à la dépression. Alors, si vous avez envie de pleurer en regardant de vieilles photos d'enfants ou en voyant une pièce vide, laissez faire, n'ayez pas honte. C'est la manière qu'a votre corps de vous aider à traverser le deuil. Imaginez un instant un enfant qui tombe et se fait mal au genou. Il pleure, sa mère le console et il se sent aussitôt mieux. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes cet enfant au genou écorché. Soyez indulgent envers vous-même. Permettez-vous d'être imparfait, vulnérable, tout simplement humain. En libérant votre chagrin à travers les larmes, vous faites de la place pour accueillir de nouveaux sentiments, plus apaisants et lumineux. Passons maintenant aux erreurs.
La faute numéro 1, celle que commettent beaucoup de parents, c'est l'hypercontrôle à distance. Le jeune est parti, il a pris son envol, mais le téléphone, lui, est toujours là. Et c'est là que démarre le balai incessant des appels et des messages. Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne me réponds pas? Le parent essaie désespérément de maintenir l'illusion du contrôle qu'il exerçait auparavant. Mais en réalité, cela ne se transforme qu'en une véritable obsession, en une insistance qui ne fait qu'irriter votre enfant devenu grand et l'empêche de s'adapter sereinement à sa nouvelle vie. Il essaie de construire son propre univers. Et vous y faites constamment irruption avec des conseils non sollicités et des vérifications. C'est le chemin le plus sûr vers les conflits et l'éloignement. Comprenez bien que votre rôle a changé. Vous n'êtes plus le gestionnaire de sa vie, mais le sage conseiller que l'on vient consulter, si besoin est. Il est impératif d'établir de nouvelles règles de communication. Par exemple, mettez-vous d'accord pour vous appeler une fois par jour en soirée, ou tous les 2 ou 3 jours. Laissez-lui de l'espace, laissez-le respirer. Moins vous l'étoufferez avec cette sollicitude excessive, plus il aura envie de lui-même de partager ses nouvelles avec vous. Votre amour, rassurez-vous, n'a pas disparu. Il doit simplement s'exprimer désormais non plus par le contrôle, mais par la confiance et le respect absolu de ses limites personnelles. La deuxième erreur, c'est d'idéaliser le passé. La mémoire, vous savez, c'est une sacrée tricheuse. Elle efface les nuits blanches, les crises de colère, les soucis scolaires, pour ne garder que les souvenirs lumineux, les premiers pas, les phrases rigolotes, les fêtes de famille. Et là, on se retrouve assis dans une maison un peu vide, à soupirer. Ah, comme c'était merveilleux quand les enfants étaient petits. Ce piège de la nostalgie vous pousse à vivre dans ce passé révolu, ce qui dévalorise complètement le présent et vous coupe de l'avenir. La vie de avant semble idyllique, tandis que celle d'aujourd'hui paraît morose et dénuée de sens. C'est la porte ouverte à la déprime. Que faire face à ça? Premièrement, soyez honnête avec vous-même. Rappelez-vous non seulement des joies, mais aussi des galères de la vie de parents. Souvenez-vous à quel point vous rêviez de faire la grasse matinée ou de sortir un peu, juste vous deux, avec votre conjoint. Deuxièmement, arrêtez de faire des comparaisons. Le oui avant et le après sont deux étapes de la vie complètement différentes et incomparables. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. Certes, les rires d'enfants ne résonnent plus dans la maison, mais vous avez maintenant la liberté, du temps pour vous et l'opportunité de construire de nouvelles relations basées sur un vrai partenariat d'adulte à adulte avec vos enfants. En vous accrochant au passé, vous ratez toutes les magnifiques opportunités que vous offre le présent. La troisième erreur, et non des moindres, c'est celle de mettre son partenaire de côté. Il est vrai que les enfants ont souvent joué le rôle de ciment dans le couple. Nos discussions, nos projets, nos préoccupations, tout tournait autour d'eux. Et puis, le ciment s'en va. On se retrouve à deux avec cette personne avec qui l'on a partagé tant d'années. Et là, surprise, on réalise qu'on n'a plus grand-chose à se dire. On se regarde et on ne voit plus l'être aimé, l'homme ou la femme de sa vie, mais simplement le père ou que la mère de ses enfants. Les vieilles rancœurs, les problèmes non résolus qui étaient jusqu'alors masqués par le tumulte de la vie de famille, remontent soudainement à la surface. C'est un moment critique pour de nombreux couples. Certains n'y survivent pas et se séparent, mais pour d'autres, c'est l'occasion inespérée de vivre une seconde lune de miel, une chance de se redécouvrir. Reprenez les habitudes de la jeunesse, recommencez à avoir des rendez-vous galants, ne parlez plus des enfants, mais de vous, de vos sentiments, de vos rêves, de vos aspirations. Trouvez un centre d'intérêt commun. Pourquoi ne pas vous mettre ensemble à l'italien ou prendre des cours de danse? Souvenez-vous de ce qui vous a unis en dehors de votre rôle de parent. Cette période est certes un test de résistance pour votre couple, mais c'est aussi une opportunité unique de rendre votre relation plus profonde, plus chaleureuse et plus épanouie. La quatrième erreur, mes amis, c'est cette envie de combler le vide intérieur avec tout et n'importe quoi. On le sait bien, la nature a horreur du vide, et notre esprit aussi. Quand quelque chose de grand et d'important disparaît de nos vies, que ce soit la fin de l'activité professionnelle ou une autre transition marquante, on cherche instinctivement à boucher cette brèche, et malheureusement, on le fait souvent de manière peu saine.
Certains se lancent dans la consommation compulsive, achetant des objets inutiles, d'autres cherchent réconfort dans la nourriture ou l'alcool, et même si on est à la retraite, certains continuent de se noyer dans le travail, devenant de véritables bourreaux de travail. Mais attention, tout cela n'est qu'un anesthésiant temporaire, un simple pansement. Ces solutions ne soignent jamais la cause profonde, elles masquent les symptômes et pire encore, elles créent de nouveaux soucis, des dettes, des kilos superflus et des problèmes de santé. Au lieu de fuir ce vide, essayez plutôt de le regarder en face, plongez votre regard dedans. Qui voyez-vous réellement? De la tristesse, de la peur? Accordez-vous le droit de traverser ces émotions. Ensuite, et seulement ensuite, commencez à remplir cet espace de manière délibérée et consciente, non pas avec des choses futiles, mais avec ce qui vous apporte vraiment de la joie et du sens. Cela peut être une nouvelle passion, du bénévolat dans une association ou le plaisir de prendre soin d'un animal domestique. L'essentiel est que ce choix vienne de vous, qu'il soit authentique et non pas une tentative impulsive d'échapper à votre propre personne. Ne remplissez pas votre existence de bric-à-brac, remplissez-la de véritables trésors. Et la cinquième erreur, la plus destructrice, c'est l'isolement total. Vous cessez de voir vos amis sous prétexte que vous n'avez pas l'humeur. Vous refusez des invitations, car vous vous dites que vous ne voulez pas gâcher la fête des autres. Vous avez l'impression que personne ne vous comprend vraiment. Vos amis qui ont encore de jeunes enfants vous semblent beaucoup trop agités, et celles qui ont passé ce cap ont déjà oublié ce que c'est. Vous restez alors seul face à votre peine, prisonnier de ces quatre murs. Cet isolement social est la voie la plus directe vers la dépression clinique. L'être humain a besoin d'autres êtres humains. Il est vital de pouvoir partager ses émotions et de recevoir du soutien. Ne repoussez pas ceux qui essaient de vous tendre la main. Appelez une vieille amie. Rendez visite à votre famille, rejoignez des forums ou des groupes sur les réseaux sociaux qui réunissent d'autres personnes confrontées au syndrome du nid vide. Vous seriez surpris de voir combien de gens traversent exactement la même chose. L'expérience des autres et la simple entraide humaine peuvent devenir pour vous une véritable bouée de sauvetage. Ne construisez pas de murs autour de vous, construisez des ponts. Bien, maintenant que les choses sont claires, passons aux actions concrètes. La question est, par où commencer? Commencez par votre maison. Votre logement a été adapté pendant des années aux besoins de vos enfants. Peut-être qu'une des pièces s'appelle encore la chambre des enfants, même si elle est vide aujourd'hui. Il est grand temps de vous réapproprier cet espace. Attention, cela ne signifie pas qu'il faille jeter immédiatement toutes les affaires de votre enfant et l'oublier. Non, mais vous pouvez, et même vous devez, procéder à une réorganisation. Faites des changements, réorganisez l'agencement. Peut-être rêviez-vous depuis longtemps de transformer cette chambre d'enfant en votre bureau personnel, votre atelier ou une agréable chambre d'amis, ou bien d'y installer un tapis de course. Discutez-en avec votre enfant maintenant qu'il est adulte. Il y a de fortes chances qu'il comprenne et qu'il vous soutienne. Modifier l'espace physique autour de vous déclenche aussi des changements intérieurs. C'est comme si vous marquiez symboliquement le début d'une nouvelle étape. En retirant ces vieux posters et ces manuels scolaires de la pièce, vous vous dites « Le passé a été merveilleux et je le chéris. Mais maintenant, je vis dans le présent et je crée mon nouveau lieu, un espace confortable pour ma nouvelle vie. » Get down, twin. La prochaine étape, réexplorez vos anciennes passions. Rappelez-vous l'époque de vos 16, 18, 20 ans. Qu'est-ce qui vous animait? Qu'est-ce qui faisait battre votre cœur plus fort? Peut-être jouiez-vous de la guitare et composiez-vous des chansons? Peut-être dévoriez-vous les romans de science-fiction ou adoriez-vous coudre ou tricoter? Et puis, la vie d'adulte a pris le dessus, la famille, les enfants. Et il n'y avait plus ni le temps ni l'énergie pour ces plaisirs. Cette guitare prend sans doute la poussière au grenier et vos aiguilles à tricoter et pelotes de laine sont cachées dans un tiroir lointain. Le moment est venu de les ressortir. N'ayez pas peur d'avoir tout oublié. La mémoire musculaire est une chose incroyable. Vos doigts se souviendront d'eux-mêmes des accords et vos mains sauront comment monter les mailles. Revenir à vos passions de jeunesse, ce n'est pas seulement un moyen d'occuper votre temps. C'est l'occasion de vous reconnecter à cette partie de vous que vous avez délaissée il y a longtemps, celle qui était libre, créative et pleine de rêves.
C'est un processus incroyablement thérapeutique qui vous aidera à vous souvenir de qui vous êtes réellement, au-delà de vos rôles familiaux. Et qui sait, après tout, si votre ancienne passion ne se transformera pas en quelque chose de beaucoup plus grand, si vos loisirs habituels vous lassent ou si vous n'en avez jamais eu, il est grand temps d'essayer quelque chose de neuf. Vraiment, lancez-vous dans ce que vous n'auriez jamais osé faire avant. Vous avez entre les mains une ressource absolument précieuse, votre temps libre, et vous pouvez maintenant consacrer ce temps à toutes vos envies les plus folles. Vous avez toujours admiré ces couples qui dansent le tango avec passion. Prenez un cours d'initiation. Rêvez-vous de poterie ou de modelage. Trouvez l'atelier de céramique le plus proche. Vous voulez apprendre l'espagnol pour enfin comprendre les séries en version originale. Des centaines de cours en ligne vous attendent. Le but, ce n'est pas d'atteindre la maîtrise absolue immédiatement. Le but, c'est le processus en lui-même. Chaque nouvelle activité crée de nouvelles connexions neuronales dans votre cerveau. C'est un véritable rajeunissement cérébral, une protection efficace contre les effets du temps. Vous rencontrez de nouvelles personnes, vous brisez la routine quotidienne et vous faites le plein de nouvelles expériences. Ne craignez surtout pas de paraître maladroit ou débutant. Dans ces ateliers, absolument tout le monde a commencé par être novice. Accordez-vous le droit d'être simplement un élève. La joie que vous ressentirez en fabriquant vous-même votre première poterie ou en réussissant votre premier pas de danse sera aussi intense que celle que vous avez pu avoir en voyant la première bonne note de votre enfant à l'école. Le temps que les enfants grandissent, il y a de fortes chances que vous ayez souvent oublié la personne la plus importante au monde, vous. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne la santé. Plus tard, je n'ai pas le temps, les enfants d'abord, ces excuses étaient vos compagnes fidèles. Eh bien, ce fameux « plus tard », c'est maintenant. Il est grand temps de s'occuper de votre corps. Et rassurez-vous, il ne s'agit pas de vous lancer dans un marathon. Commencez par le bilan de santé complet que vous avez repoussé pendant des années. Prenez rendez-vous chez le dentiste, vérifiez votre vue. Ensuite, trouvez une activité physique qui vous apporte du plaisir. La salle de sport ne vous dit rien? Essayez le yoga ou le pilate. Vous n'aimez pas courir? Allez à la piscine ou contentez-vous de longues promenades dans le parc. L'activité physique est le meilleur antidépresseur naturel. L'effort libère des endorphines, les fameuses hormones du plaisir. Votre sommeil s'améliore, votre estime de soi augmente. Prendre soin de son corps n'est pas du narcissisme, c'est une nécessité de base. Lorsque vous vous sentez fort, sain et plein d'énergie, gérer les difficultés émotionnelles devient beaucoup plus simple. Votre corps est votre principal allié. Apprenez à être son ami. Comme nous l'avons déjà mentionné, le départ des enfants est une épreuve sérieuse pour un couple, mais c'est aussi une opportunité unique de redonner un souffle nouveau à votre relation. Souvenez-vous, vous n'avez pas choisi cette personne uniquement pour élever des enfants ensemble. Vous l'avez choisi parce que vous vous sentiez bien à ses côtés, parce que c'était intéressant, amusant. Les enfants étaient un merveilleux projet commun, mais cette étape est désormais achevée. Il est temps de démarrer un nouveau chapitre que nous appellerons « Nous, rien que nous deux ». Qu'est-ce qui est nécessaire pour cela? Premièrement, la communication. Prenez le temps de vous parler réellement, pas seulement des factures ou des travaux, mais de ce que vous ressentez. Demandez à votre partenaire « Comment te sens-tu vraiment en ce moment? Qu'est-ce qui te manque? De quoi rêves-tu » Deuxièmement, le temps passé ensemble, de qualité. Instaurez une tradition de rendez-vous hebdomadaire. Ça peut être un dîner au restaurant, une promenade en ville ou simplement une soirée à la maison. Mais sans la télévision ni les gadgets. Juste vous deux. Troisièmement, rallumez la flamme du flirt et de la romance. Faites-vous des compliments. Offrez-vous de petites attentions sans occasion spéciale, tenez-vous la main. Cela peut paraître un peu maladroit au début, mais avec le temps, vous retrouverez cette étincelle qui semblait avoir été éteinte sous le poids des années et des responsabilités du quotidien. Quand le nid se vide, le monde extérieur est prêt à vous accueillir et vous le rendra bien. Il est grand temps de reprendre une vie sociale active.
Pensez à ces amis que vous avez mis de côté à cause des contraintes familiales. Un coup de fil, un café, et le tour est joué. Peut-être même que certains d'entre eux sont déjà passés par cette étape du nid vide et pourront vous apporter de précieux conseils. Ne vous limitez pas à votre cercle habituel. Les nouvelles activités, les cours, les clubs sont d'excellents moyens de faire des rencontres basées sur des intérêts communs. N'hésitez pas à engager la conversation, ces échanges courts et légers avec vos voisins, les commerçants ou les gens que vous croisez au parc. Plus vous multiplierez ces contacts sociaux, moins vous ressentirez la solitude. Pensez également au bénévolat. Aidez les autres, que ce soit les animaux dans un refuge, les personnes âgées ou les enfants dans les hôpitaux, est une façon extraordinaire de se sentir utile et important. Lorsque vous donnez votre temps et votre affection, vous recevez tellement en retour, un sentiment de sens et de satisfaction qui n'a pas de prix. Le fameux nid vide, c'est en fait une occasion en or, un tremplin idéal pour se lancer vers de nouveaux horizons. Vous avez désormais du temps et peut-être même quelques ressources financières qui étaient autrefois consacrées à l'éducation des enfants. Comment utiliser cette liberté nouvelle? Pensez par exemple à l'éducation. Avez-vous déjà envisagé de reprendre vos études pour obtenir un second diplôme ou d'acquérir une nouvelle compétence qui vous passionne vraiment? Aujourd'hui, tout est possible, surtout avec l'essor des universités en ligne. Étudier à l'âge mûr, ce n'est pas seulement élargir ses connaissances, c'est aussi un excellent exercice pour maintenir votre cerveau en forme et prévenir son vieillissement. L'autre grande option, bien sûr, ce sont les voyages. Inutile de partir au bout du monde. Commencez par explorer votre propre région. Visitez ces villes voisines dont vous entendez toujours parler. Pourquoi ne pas planifier un petit road trip en voiture? Ces nouveaux lieux et ces nouvelles impressions, c'est le meilleur remède contre la routine et la morosité. Vous verrez à quel point le monde est vaste et varié au-delà de votre porte, et vous réaliserez que votre propre vie peut être tout aussi riche et excitante. Le plus important, c'est de faire le premier pas. Il suffit de franchir le seuil. Et bien sûr, il est absolument essentiel de redéfinir votre relation avec vos enfants. Ils ne sont plus ces petits êtres sans défense. Ce sont désormais des adultes à part entière, autonomes et responsables de leurs choix. Vous devez donc communiquer avec eux sur un pied d'égalité. Il faut impérativement passer du modèle parent-enfant à la relation d'adulte à adulte. Qu'est-ce que cela implique concrètement? Arrêtez de donner des conseils qui ne vous ont pas été demandés. Partagez votre opinion uniquement s'ils vous la sollicitent. Respectez leurs choix, même si ceux-ci ne correspondent pas à vos attentes. Cela concerne tous les aspects de leur vie, leur conjoint, leur carrière, leur façon de vivre. Votre rôle n'est plus de contrôler, mais de soutenir. Vous êtes là pour être ce port d'attache, ce refuge tranquille, où ils savent qu'ils seront toujours accueillis et compris, sans jugement. Intéressez-vous à leur existence, oui, mais sans tomber dans l'interrogatoire. Et partagez aussi la vôtre. Parlez-leur de vos nouveaux projets, de vos passions, de vos découvertes. Laissez-les voir que vous avez votre propre vie, riche et passionnante, qui ne dépend pas d'eux. Non seulement cela soulagera leur sentiment inconscient de culpabilité, celui de vous avoir laissé, mais en plus cela renforcera leur respect à votre égard. Une relation bâtie sur l'amitié et le respect mutuel est infiniment plus solide qu'une relation basée sur le devoir et le contrôle parental. Nous avons beaucoup évoqué la tristesse et le vague à l'âme. Ce sont des émotions tout à fait normales et humaines, mais il est crucial de savoir faire la distinction entre ces sentiments passagers et une véritable dépression. Où se situe exactement cette limite? Il faut être très attentif à ce qu'on appelle les signaux d'alerte. Premièrement, si votre état de malaise ou de déprime persiste plus de 2 ou 3 semaines sans aucune amélioration. Deuxièmement, si vous perdez totalement intérêt pour les choses qui vous procuraient du plaisir auparavant. Troisièmement, si votre sommeil est sérieusement perturbé, soit vous n'arrivez pas à fermer l'œil, soit à l'inverse vous dormez 12 voire 14 heures et vous vous sentez quand même complètement à plat et épuisé. Quatrièmement, si votre appétit a radicalement changé, soit vous n'avez plus du tout faim et vous perdez du poids, soit, au contraire, vous ne cessez de grignoter et de faire des excès. Cinquièmement, si la concentration devient difficile,
même pour des tâches simples, comme lire un livre. Enfin, si des idées noires sur le sentiment d'absurdité de la vie, ou pire, des pensées de mort, commencent à apparaître. Tous ces éléments sont de sérieux signaux d'alarme qu'il ne faut absolument pas ignorer. Le syndrome du nid vide, que beaucoup d'entre nous connaissent, peut malheureusement servir de catalyseur, de véritable déclencheur pour une dépression clinique, surtout si une prédisposition existait déjà. Et si jamais vous reconnaissez quelques-uns de ces signaux d'alarme, le pas le plus important et le plus courageux que vous puissiez faire, c'est de vous adresser à un spécialiste, un psychologue ou un psychothérapeute. Dans notre société, le stéréotype selon lequel seuls les fous consultent ces professionnels est tenace. C'est totalement faux. La dépression n'est pas un trait de caractère ou de la paresse. C'est une maladie, tout comme le diabète ou la gastrite, causée par un déséquilibre chimique dans le cerveau, et elle doit être soignée. Le psychologue peut vous aider à démêler vos sentiments, à retrouver des ressources intérieures et à élaborer une stratégie pour sortir de cette crise. Dans certains cas, un soutien médicamenteux peut aussi être nécessaire. Celui-ci est prescrit par un médecin psychothérapeute ou un psychiatre. Il ne faut pas avoir peur des antidépresseurs modernes. Ils ne créent pas de dépendance et aident votre système nerveux à se reconstruire. Demander de l'aide quand on n'y arrive plus seul n'est pas une honte. La véritable honte, c'est de laisser la maladie vous voler des années d'une vie épanouie et heureuse. Faisons le point. Le départ des enfants de la maison n'est ni une tragédie, ni la fin de tout. C'est simplement une transition essentielle et naturelle. Certes, c'est un moment parfois douloureux, comme toute phase de changement. Mais derrière cette étape, c'est une toute nouvelle porte qui s'ouvre, la porte d'un monde où vous avez enfin le temps et la liberté de penser à vous. Vous avez accompli un chemin immense et crucial, celui d'élever de nouveaux êtres humains, et maintenant vous avez l'opportunité unique de reconstruire votre vie en vous appuyant sur votre expérience et votre sagesse acquise. Le plus beau dans tout ça, c'est que vos relations avec vos enfants ne feront que s'améliorer. Elles deviendront plus profondes, plus sincères et infiniment plus chaleureuses. Quand le besoin de contrôle et de surveillance s'estompe, il ne reste que l'amour pur et la belle amitié. Votre nid de vide n'est pas vraiment vide. Il attend simplement que vous le remplissiez de nouveaux projets, de nouvelles joies et de rêves oubliés. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Et maintenant, une question pour vous. Quel est ce hobby ou ce rêve que vous avez mis de côté pendant que vous éleviez vos enfants? Partagez vos idées dans les commentaires, inspirons-nous mutuellement.